je le vois la première fois. Déjà, les circonstances sont assez particulières parce que c'est chez son frère, on a diagnostiqué une pins idiopathique par biopsie pulmonaire. Et donc, il se pose des questions et il débarque. Il n'est pas gêné. Non, il est en pleine forme, il n'a pas de symptômes, pas de traitement, il n'a rien. Et simplement, son frère avait une pins idiopathique assez sévère quand on le prend en charge. Et son frère va rapidement décéder. Bon. Lui, donc, il est ancien fumeur. Bon, il n'y a rien, quoi. Alors, évidemment, quand on est orienté comme ça, bon, on recherche les signes systémiques, on y reviendra peut-être. Et à l'auscultation, on finit par trouver des petits râles crépitants de type velcro. Bon. Voilà. Donc déjà, ça attire l'attention parce que deux frères dont on va voir qu'ils ont tous les deux un problème de pathologie interstitielle, le premier une PINS, le deuxième qui sera une FPI, ça interpelle et c'est un domaine qui est en grand développement quand même. Pas forcément facile à appréhender, mais on sait qu'il y a un certain nombre de mutations qui sont impliquées, sur lesquelles on va revenir assez rapidement, qui sont les télomérases, reverse transcriptase, qu'on appelle les TERT ou les TERC. Tout ça, ça correspond à ce qu'on appelle les téloméropathies. On verra un petit peu après plus dans le détail. Et puis on a aussi les anomalies de la protéine C du surfactant qui donnent des maladies qui sont extrêmement variées, qui vont du petit enfant jusqu'à l'adulte vrai, celui qui a 65 ans. Et c'est assez étonnant parce que c'est parfois à l'interrogatoire assez difficile qu'on retrouve, si on les cherche, qu'on retrouve les patients qui ont été atteints dans la famille. Et par exemple, on a une famille qui avait ça, la protéine C du surfactant, et parce qu'on était passé un peu vite, il y avait un oncle qu'on suivait pour une fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis après, on s'est centralisé sur sa nièce, mais on n'avait pas fait le rapport, forcément, ils n'ont pas le même nom aussi. Hein. Entre un oncle et une nièce, ils n'ont pas le même nom. Qui, elle, avait en fin de compte une fibroélastose pleuropulmonaire et dont une des sœurs était décédée à l'âge de 3 ans d'une pathologie interstitielle dont on a fini par retrouver que c'était une sorte de poumon blanc bilatéral qui est décrit dans les formes d'anomalies du surfactant. Si je vous raconte tout ça, c'est bien pour faire comprendre que on ne creuse pas suffisamment les aspects génétiques dans les familles. Alors c'est difficile parce que je ne sais plus qui on voyait hier par exemple qui nous disait que sa grand-mère était morte d'une fibrose à l'âge de X années, enfin elle était vieille, et qu'elle est morte à Marseille il y a presque une quinzaine d'années, de tête comme ça de mémoire. Sa mère, c'était pas ça? Non, sa grand-mère. Et donc, ou sa mère peut-être. Ouais. Mais que pour retrouver le dossier ou les infos, bon. Et après, le mot fibrose est parfois utilisé de façon un peu large, quoi. Alors, on parle d'une forme familiale quand il y a au moins 2 membres. C'est-à-dire que c'est un peu évident, c'est con comme définition, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'un, il est tout seul. Et à partir du deuxième, ça devient une forme familiale, quoi. Il n'en faut pas 3 ou 4 ou 5, quoi. C'est ça que ça veut dire. Quelle que soit l'allure, c'est-à-dire que c'est pour l'instant, mais c'est en train de changer, des pneumopathies interstitielles idiopathiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fibroses pulmonaires, des PINS fibrosantes, des aspects de pneumonie organisée cryptogénétique, on peut avoir des détresses respiratoires aiguës,
et que ce mot idiopathique est en train de dégager pour inclure également les formes secondaires, notamment dans les connectivites, les collagénoses et certaines observations qu'on voit également des formes fibrosantes, par exemple, de pneumopathie d'hypersensibilité, où on voit des gens qui ont le gène et qui développent de façon anormale des pneumoconioses pour des expositions minimes. Donc, le fait d'être porteur du gène, pour l'instant, ça crée une sorte de facteur de risque à faire des ennuis. Et le seul conseil qu'on peut donner aux gens qui, dans la famille, vont être détectés comme étant porteurs du gène, c'est qu'il ne faut pas fumer. Ça se limite à ça. Mais on pourrait étendre en disant qu'il ne vaut mieux pas qu'ils aient ou qu'ils s'orientent vers des professions à exposition particulière. Puis après, on ne sait pas bien. C'est-à-dire que tu vas forcément poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire aux gens qui n'ont rien et qui sont porteurs du gène. Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que tant qu'ils ont moins de 40 ans, qu'ils sont asymptomatiques quand on les voit avec un scanner, une fonction incluant une DLCO qui marche. Ça fait 2 soirs que tu nous en... On le fait, s'il n'y a rien, on ne fait rien avant 40 ans. On ne fait pas une surveillance régulière, sauf bien sûr s'il y a des plaintes ou des symptômes qui arrivent. Mais on ne se lance pas dans une stratégie à faire des scanners tous les 3 ans, tous les 5 ans. Pour l'instant, ce n'est pas défini. C'est quelque chose qui va se mettre au point, puisqu'il y a un groupe de réflexion là-dessus actuellement au sein de la SPLF pour essayer d'établir quelles sont les bonnes règles pour les gens qui sont détectés comme étant porteurs d'un gène, notamment de télomérase, et qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'on ne fait pas la recherche génétique comme ça. Il faut vraiment avoir des arguments. Alors les arguments, c'est d'abord les formes familiales. Ça, c'est clair. Quand il y a au moins 2 membres, c'est logique. 2 membres atteints d'une pneumopathie interstitielle, quel qu'en soit le phénotype, y compris les formes secondaires, ça vaut le coup. Là-dedans, il n'y a pas la sarcoïdose. Donc les gènes impliqués, c'est essentiellement télomérase et un peu les SP, SFTPC, SFTPB, SFTPA, les protéines surfactants. On peut retenir ça comme ça. Les télomérases, c'est assez particulier, et donc, quand on veut le rechercher, c'est donc des anomalies génétiques qui sont bien sûr responsables, qui sont associées au développement d'une fibrose pulmonaire, c'est ça que ça veut dire, mais ils sont également associés à l'existence d'autres anomalies qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, quand ce sont des cas isolés. Ces anomalies, c'est des anomalies au niveau de la lignée plaquettaire, donc des hypoplaquettothrombopénies, et augmentation du VGM. Ce sont des aspects d'hépatopathie cirrhotique et des lésions cutanées qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que quand on est confronté à un patient, nous on les voit par ce biais-là, où il n'y a personne dans la famille qui a une autre pathologie, donc ça n'est pas une forme familiale. Si on a en même temps des anomalies inexpliquées, thrombopénie, ou si on a, ça on n'en a jamais vu encore, des anomalies cutanées, ou si on a des notions de cirrhose, dont la famille dit, bon, on a dit qu'il y avait une cirrhose, mais en fait, il ne buvait pas tant que ça, quoi. Bah oui, non, oui, voilà, quoi. Mais ce qu'on voit le plus, c'est ça, c'est l'association des deux. Et l'association des deux, si le médecin a la conviction qu'effectivement, il ne buvait pas, quoi, et qu'on lui dit c'est une cirrhose, c'est sûrement alcoolique parce qu'il habite dans le Nord. Voilà. Nous, on trouve des anomalies génétiques chez ce patient-là, alors qu'il n'y a pas pour l'instant d'autres cas dans la famille de pathologie interstitielle.
Et donc, on peut dépister une téloméropathie chez un patient isolé qui a une fibrose pulmonaire et des anomalies hépatiques. Et alors, c'est marrant parce que... Enfin, on en a trouvé plusieurs, vraiment, hein, plusieurs, par le biais de l'hépatopathie. Le dernier, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est un type qui nous était envoyé pour bilan pulmonaire avant greffe du foie sur cirrhose alcoolique. Et puis, bon, on fait le bilan et on trouve de petites anomalies interstitielles. On se dit, c'est quand même bizarre, quoi. À l'interrogatoire, le type nous dit, ils disent tous que je buvais, mais je buvais pas, tout ça. Et hop, il avait en fait une téloméropathie qui s'est exprimée d'abord par le foie. Il n'était pas encore symptomatique sur le poumon, mais les deux étaient dus à ça. Alors ça pose des problèmes, on verra ce que ça change. Donc, si je vous les résume ici, c'est en cours encore. Ah oui, il va être greffé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien ce que c'est. On ne sait pas si c'est une PINS. Tu vois, c'est tellement débutant qu'on ne peut pas être sûr que ce soit une fibrose pulmonaire idiopathique. On ne peut pas être sûr que ce ne soit pas une fibrose, une pneumopathie interstitielle non spécifique. Et comme le pronostic est quand même un peu différent des deux, et qu'on sait qu'il va avoir des immunosuppresseurs après sa greffe du foie, et que si c'est une PINS, il va y répondre, bon, l'idéal, mais il est un peu trop sévère, je trouve, c'est d'avoir un morceau de poumon. Voilà, mais ça ne va pas être facile. Je leur ai dit l'idéal, et c'est un dossier qu'on va rediscuter avec les greffeurs de foie, quoi. L'idéal, ce serait que dans le même temps, vous preniez un petit morceau, quoi, il est endormi, vous passez un trocard. Bon. Ça ne les tente pas beaucoup, ça. Ce n'est pas leur truc. Et donc, c'est juste pour vous dire que ça existe et que quand on dit 10%, ça veut dire à peu près 1 sur 10, et ça correspond à la réalité, quoi. Et que ça va augmenter, quoi, parce que pour l'instant, il y a peu de gènes qui sont connus. Et alors, donc, on vous le remet ici, hein, c'est les anomalies hépatiques, cutanées, la macrocytose, la thrombocytopénie. Et c'est ça qu'il faut regarder sur l'ANF en pratique d'un patient atteint de fibrose, quoi. Alors, c'est quoi les indications à faire un bilan génétique? Le premier truc qu'il faut penser, c'est l'âge jeune. Donc, quand on dit jeune, c'est moins de 50 ans. Je suis désolé, pas eu de bol là, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est les formes familiales, fastoche. Et après, c'est donc quand on suspecte une téloméropathie, avec l'existence d'anomalies de l'ANF, des anomalies du foie, des anomalies cutanées, avec notamment ces dystrophies inguéales. Moi, j'en ai pas encore vu, mais bon, c'est pareil que ça se voit et que c'est assez fréquent. Et puis après, c'est fait de façon systématique avant un bilan de greffe. Enfin, au moment d'une pré-greffe, quoi. Pourquoi? Parce que c'est juste après, voilà, c'est ici le risque de faire des problèmes hématologiques secondaires à la chimiothérapie, enfin au traitement immunosuppresseur en post-greffe est majeur chez ces patients qui font des neutropénies cognées et donc avec des risques accrus d'infection et des risques accrus de décès en post-greffe. Et donc maintenant, comme on dit, ils se font plus trop chier, quoi. Bon, ils le font systématiquement pour ne pas se faire avoir, quoi. Parce que sans ça, la survie, qu'on ait la mutation ou qu'on n'ait pas la mutation, est pas très, très, très différente, quoi. Est-ce que le traitement est différent? C'est pas là. Ouais. Est-ce que le traitement est différent? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, si c'est une PINS, on traite comme une PINS en se disant pourvu qu'il ne fasse pas une neutropénie, quoi. Si c'est un tableau de FPI, on traite comme une FPI, donc soit avec de l'Ofev, soit avec de l'esbriette, et on prie pour qu'il ne se passe rien, quoi.
il y a une étude en cours en France pour récolter les informations sur les patients mutés télomérase, donc qui ont le gène muté, et qui sont traités, les fibroses pulmonaires idiopathiques mutées, traitées, pour voir si l'évolution est pareille que dans les gens non mutés, on ne sait pas encore très bien. Donc les autres gènes, ça prend des aspects qui sont parfois un peu fort différents, hein. Notamment les mutations du surfactant donnent des aspects avec beaucoup de vers dépolis, mais aussi plein de destruction. Pareil, beaucoup de vers dépolis, c'est bon. Donc ça veut dire que cette réflexion sur la génétique dans les fibroses doit se faire, pas forcément à la première consultation, hein, mais au fur et à mesure, il faut qu'il y ait la case génétique qui soit remplie, en disant il n'y a pas de facteur familial, ou il y en a un, et si oui, c'est ça. Parce qu'on peut avoir aussi la fibrose chez un patient et la cirrhose chez son frère, quoi. Alors, on revient au premier patient. Donc ça, c'était une aparté. C'est ce qu'il y a de plus change avec les traitements sur lesquels on reviendra, qui sont des bons traitements, je vous remercie. C'est ce qui a le plus changé dans la prise en charge des patients, quoi. C'est pour ça qu'il me paraissait judicieux de refaire un petit focus sur cet aspect des choses. Et donc, voilà, ça c'est des questions. Donc, il faut répondre par oui ou par non à chaque ligne. L'âge permet une orientation diagnostique. Les crépitants sont évocateurs de fibrose. Les signes extrathoraciques ont intérêt diagnostique. L'orientation diagnostique d'après la clinique seule est généralement suffisante. Insuffisante. Ben voilà, vous êtes très bon. Au point que ce qu'on dit maintenant, par exemple, pour l'âge, c'est que à tableau radiologique identique, c'est-à-dire pas les tableaux caractéristiques de fibrose sur le plan radiologique avec les lésions kystiques visibles dans les régions sous-pleurales, mais quand on est confronté à des réticulations dans les régions sous-pleurales, on dit que si c'est une femme, ce sera une PINS. Si c'est un homme fumeur, ce sera une fibrose, quoi. Donc, un homme fumeur âgé. L'âge et le tabac, ça a un rôle important pour déterminer le pattern auquel on va être confronté quand on n'a pas d'éléments suffisants sur le scanner pour dire ça, c'est de la fibrose, ou ça, c'est de la PINS. Donc, c'est important de voir le sexe et l'âge. Après, les signes extrathoraciques, oui, l'orientation diagnostique d'après la clinique est insuffisante, ça, on s'en doute bien. L'hypocratisme digital, donc je vous ai redit hier que ça se recherche par le signe qu'ils appellent le signe de Shamroth. Moi, aux étudiants, je dis que c'est le signe de Wallard. Et que ce petit losange, c'est un élément, c'est très pertinent, je trouve. Et la simple disparition du losange sans savoir l'aspect bombé, c'est déjà un élément d'orientation important, plutôt vers la FPI. Alors juste un petit focus supplémentaire sur les collagénoses, juste pour rappeler des choses que vous savez, mais bon, que ça peut démarrer dans un contexte aigu. Et que une fois qu'on a éliminé, en général, un processus infectieux dans un tableau aigu, l'urgence thérapeutique, c'est simple, c'est toujours des bolus de corticoïdes. On réfléchit après, l'important c'est que le patient aille mieux. Et ce qui donne le plus ça, c'est les myopathies. Donc la myopathie inflammatoire, même sans signe musculaire, peut se révéler par un tableau de PID aigu ou subaigu. Fréquent. Oui. Mais c'est un tableau gens qui arrivent en réa, quoi. Enfin, en réa ou en soins aigus, quoi. Alors, c'est fréquent parce qu'il y en a, enfin, dans ceux qu'on voit, nous, il y en a plusieurs par an, ça.
Le problème, c'est que pour s'orienter, il faut avoir deux éléments, on va peut-être y revenir. Il faut que dans le bilan, il y ait des CPK pour ne pas louper une myolyse biologique. Et ça ne fait pas partie des réflexes, du moins en réanimation. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la recherche d'antisynthétase. Et on va y revenir après, on le redit, parce que il faut que ça devienne des réflexes, quoi. Le fait d'avoir des anticorps antinucléaires négatifs en immunofluorescence n'exclut pas la présence d'anticorps type ce que l'on trouve dans les myopathies, notamment anti-G1, anti-PL7, anti-PL12. Donc il ne faut pas, si on pense que c'est potentiellement l'expression pulmonaire d'une myopathie inflammatoire, il faut demander les spécificités, au moins anti-G1, parce que c'est la plus fréquente. Qu'ils font systématiquement ici. Ils font systématiquement quand les anticorps sont positifs. C'est là que vous vous faites avoir. Ils ne le font pas systématiquement si la détection d'anticorps antinucléaires est négative. C'est quand elle est positive de façon mouchetée qu'ils vont rechercher quel est l'anticorps en cause, en ENA. Donc ils vont chercher anti-G1, anti-SSA, anti-SSB, anti-SCL70, choses comme ça. Mais quand c'est négatif, ils s'arrêtent. Et du coup, ça sort de la tête, quoi. Quand c'est une PID dans un contexte classique, c'est classique. Et l'autre point sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a un certain nombre de fibroses pulmonaires idiopathiques ou même de PINS idiopathiques qui, à un moment donné, vont sortir soit une connectivite, alors celle qui sort le plus, c'est la polyarthrite rhumatoïde, ou ils vont sortir des stigmates de vascularite, notamment des ANCA. Et à ce moment-là, on change de domaine, parce qu'on passe dans, ici, une polyarthrite rhumatoïde, et parfois on passe dans ce qu'on appelle la fibrose à ANCA. Et ça, c'est autre chose encore. Et c'est plus le même traitement, parce que le risque des fibroses à ANCA, c'est bien de faire une poussée de micropolyangéite, et donc des tableaux aigus. En général, les gens en meurent, quoi. Si on ne réagit pas tout de suite en immunosuppresseur, ils en meurent, quoi. Et on se dit, ils sont morts, c'est la vie, quoi. Donc, les PID des connectivites, elles peuvent précéder le diagnostic. Les formes aiguës graves, c'est essentiellement les myosites, myopathies inflammatoires. Et certains phénotypes sont évocateurs. Alors, je pense que c'est après, ça on s'en fout, c'est ça. Donc, quand c'est un pattern plutôt du IP, donc avec, de façon assez caractéristique, la présence de lésions kystiques, premier truc, ça reste la polyarthrite rhumatoïde. Quand c'est un pattern de PINS, on peut tout balayer, quoi. Mais c'est quand même le pattern privilégié de la sclérodermie. Et les autres, c'est moins fréquent, ça c'est des trucs rares, on s'en fout, quoi. C'est surtout là-dessus que ça se base, quoi, sur les deux ici. Je reviens là-dessus. Sur les anticorps dans les myosites, le plus fréquent, et c'est ceux qui sont spécifiques des myosites, c'est l'anti-J1. Et s'il faut en retenir 3, on retient anti-J1, anti-PL7, anti-PL12. Avec ça, on brosse 99% des problèmes, quoi. Mais je le répète, c'est parce que ça n'apparaît pas bien, ça devrait y avoir quelque chose, là, décrit. Ils peuvent être absents au début, donc il faut les renouveler une fois par an. Et ils peuvent être présents même si la recherche de débrouillage fait par le labo est négative en immunofluorescence. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ça, vous connaissez. Donc les mains de mécaniciens, ça va surtout quand les gens ne sont pas mécaniciens, s'ils sont bricoleurs. Mais sans ça, c'est vraiment, chez une femme par exemple, c'est quasi pathognomonique, quoi. On peut miser la droite ou la gauche. Une femme qui a des fissures comme ça sur les mains et une pneumopathie interstitielle, on sait que c'est un syndrome antisynthétase, quoi. Il n'y a plus qu'à le prouver pour mettre le traitement en route. Voilà, c'est là que c'est redit, quoi.
suspicion d'antisynthétase, en l'absence d'anticorps antinucléaires, il faut demander la recherche J1-PL7. Bon, ça on l'a déjà vu. Je me trompe de bouton, quoi. Alors, on revient au monsieur. Donc, c'était le deuxième message, ça. Donc, le premier, c'est il faut penser aux arbres généalogiques. Le deuxième, c'est il faut penser à chercher les formes secondaires. Et si on a des suspicions de myopathie, ne pas se limiter aux anticorps antinucléaires s'ils sont négatifs. Ça, c'est la radiographie initiale du monsieur. Je vais vous aider, parce que c'est moi qui l'ai vue. J'ai dit qu'elle était normale. Bon. Après, de toute façon, même radio normale avec des petits crépitants et dans le contexte familial, il va avoir un scanner, quoi. Donc vous allez voir les images du scanner à un moment donné. Donc les examens complémentaires à ce stade, si on veut avancer intelligemment, alors c'est avoir une idée du retentissement. De toute façon, ça, on va y venir, quoi. J'aurais dû changer le cas clinique. J'en profite pour le dire, je ne suis pas d'accord. J'aurais dû le changer parce que la fibroscopie, elle doit venir là, dans le même temps, quoi. Et le scanner. Et donc ça, c'est ses EFR et son EFX. Donc on a une capacité vitale forcée qui est normale, une DLCO qui est pour nous à la limite juste inférieure de la norme, et une EFX où il fait 104 watts, ce qui lui fait 24 ml. C'est à peu près 80% de ce qu'on attendait, hein, avec un gradient qui est à 31, un espace mort à 26%. Donc il a, je crois, 55 ans, 57 ans au moment où on le voit, à peu près. Juste pour se faire une idée que la norme de l'espace mort, maintenant que Fabien est là à fond dans les McTank, hein, pour avoir une idée claire, l'espace mort, la valeur normale, on va demander à Nathalie, hein, l'espace mort le fixe, eh bien c'est 0,4 fois l'âge, quoi. Donc s'il a 60 ans, au max, on attend un espace mort à 24%. Et il a 26%. Bon, il ne faut pas charrier, quoi, hein, compte tenu des petites erreurs techniques qu'on peut rencontrer, surtout quand vous faites les gaz du sang. Il a un gradient à 31. Et à 60 ans, par exemple, tu t'attends à avoir un gradient normal à combien? À peu près. Au repos, la valeur normale du gradient, lui, il a 12, et nous, on attend un tiers de l'âge moins 2. Tu le mets à 60 ans pour que ce soit facile pour calculer, parce que c'est le soir, comme ça, 20, voilà, 18. Donc lui, il a 12, il a un gradient de repos parfaitement normal. À l'effort, ils prennent 5 par litre de VO2, en moyenne, 5 mm de mercure par litre de VO2. Il a fait 100 watts, tu sais qu'à 100 watts, tu attends une VO2 1,3 litre, 1,3 litre. Donc à 1,3 litre, tu peux lui rajouter 7 mm de mercure. Donc il devrait avoir un gradient à 12 plus 7, 19. Tu vois que ça marche. C'est tout. Et il a un gradient qui est un peu élevé. On n'attire pas la presse puisqu'on dit qu'on s'énerve au-dessus de 30, hein, bon, et qu'il est un peu âgé. Bon, mais il ne fait pas un gros effort quand même, c'est 104 watts. Hein. Bon, pas un gros effort. Et donc, c'est perturbation modérée d'échange gazeux sur une puissance maximale, qui est faible. À 60 ans, on fait combien de watts? Il faut avoir des idées comme ça, à peu près. Hein. Un mec qui a 60 ans, 1m75, 75 kg, 200. À peu près. Hein, 190, mais 200, on accepte. Non, mais c'est à la louche, quoi. Comme ça, il faut avoir des idées, quoi. Hein. Donc, si on dit qu'il a une puissance maximale faible, c'est qu'il a une puissance maximale faible et qu'il ne faut pas se fier aux normes qui sont données, qui sont généralement des normes qui sont fausses chez les femmes, les petits, les gros, les gens âgés, etc. Et que ce que les gens font, forcément, est interprété à la lueur
de ce qu'ils font de leur vie avant, quoi. S'il passe son temps, mais on voit la petite là qui est excitée comme une puce et qui passe son temps à faire du machin, tout ça, à bouger, etc. Par rapport à moi, par exemple, qui fait absolument rien, de la marche, mais rien d'autre. De la natation, oui, presque 1 kilomètre aujourd'hui. Non, mais bon, donc on considère que c'est une puissance un peu faible à 60 ans ou 55 ans. OK ? Donc, DLCO à peine abaissé, échange gazeux à peine altéré. Et voilà son scanner. Alors, c'est un scanner de l'époque. Hein. Donc, ce n'est pas à partir d'un CD, c'est à partir de planches. Mais bon, on va trouver qu'il y a des extrêmement discrètes anomalies. Alors, par exemple, ici, quoi, où il y a de fines ou de petites réticulations sous-pleurales. Alors ici, là, ici. Donc il y a des petites anomalies qui sont toutes pratiquement sous-pleurales. C'est discret, on est d'accord, mais ça existe. En tout cas, ça ne permet pas de dire c'est tel diagnostic. On sent bien qu'il se passe quelque chose. Donc la question, c'est plutôt sur autre chose pour les scanners à venir, quoi. Vous prenez quoi comme chose importante pour avoir des bons scanners? Alors, comme on dirait ce matin, d'abord qu'il y ait tout le poumon. Procubitus. Ici, oui. Coupe en expiration. Millimétrique. Millimétrique, oui. Son expiration. Hein? Je cherche une bronchiolite. Oui, mais là, c'est pour le diagnostic de PID. Ouais. Donc, les coupes millimétriques, oui. Le procubitus, c'est toujours utile. Et que ce soit bien en apnée, quoi. Donc, il faut un bon scanner, quoi. Au point que, quand on discute les dossiers, avec M. Rémy, par exemple, si le scanner n'est pas nickel, c'est même pas la peine, il ne veut pas discuter, quoi. Il dit, vous ne me ferez pas raconter des conneries sur un scanner de mauvaise qualité. On va le refaire. Donc, oui, il faut une bonne inspiration. Voilà. Il faut des coupes en procubitus et des coupes millimétriques. Alors, c'est sûr que si on cherche plutôt des signes de bronchiolite, l'expiration est utile. Hein. Le reste, ça se travaille, quoi. Parce qu'avec le logiciel, on peut faire la reconstruction coronale comme on veut, et c'est assez intéressant aussi. Bon. Ouais, ça, on s'en fout. Donc, par exemple, c'est ça, quoi. Quand on a des anomalies comme ça en verre dépoli, on s'aperçoit que si on a le procubitus, elles disparaissent complètement, quoi. Bon, donc c'est pas la peine de faire chier les gens pour un truc comme ça, et il faut avoir le procubitus. Alors, on retient donc, on l'a dit, des petites réticulations intralobulaires. Alors, effectivement, quand la coupe est agrandie comme ça, il y en a un peu partout en sous-pleural. OK ? Et donc, ces réticulations sous-pleurales prédominant dans les lobes inférieurs, bon, c'est ce qu'on appelle un aspect de pic possible ou pins possible. Si on reprend les... Il n'y avait pas les données après? Bon, tant pis. Bon, là, vous êtes d'accord. On reviendra, il y a d'autres trucs après, mais c'est à la fin de synthèse. Excusez-moi. Donc, l'étape suivante, qui a été reformulée dans les nouvelles recommandations, parce qu'on avait tendance à penser que le lavage ne servait plus à rien. Donc, dans les nouvelles recommandations, vous verrez que la formulation a changé sous le poids de l'équipe lilloise, en disant que quand le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique est certain, le lavage alvéolaire n'a pas un gros intérêt. Devant un tableau de PID, le lavage alvéolaire est indispensable. Donc là, on ne sait pas ce que c'est, le lavage est à réaliser, quoi. Donc on recherche la prédominance lymphocytaire, neutrophile et eosinophilique. Et puis parfois, on a la chance, ou pas la chance, d'avoir un autre diagnostic.
C'est essentiellement donc, certains cas de protéinose, les pneumocystoses, le cancer. Bon. Et donc ici, on trouve un lavage qui est essentiellement de polynucléaires, avec 12% de neutrophiles, la norme étant à 4, et eosinophiles 4%, la norme étant à 1. Donc c'est voilà, compatible avec ce qu'on veut, notamment des pathologies interstitielles fibrosantes. Que ce soit une PINS fibrosante ou une fibrose pulmonaire idiopathique, c'est pareil, quoi. Et pas de stigmate d'auto-immunité, anticorps antinucléaires, antipeptides citrulés, le CCP, facteurs rhumatoïdes et les ANCA. Bon. Alors, si on reprend l'ensemble des causes, ça a été bien classé, moi je trouve, actuellement, dans les PID de causes connues, de causes inconnues mais dans un contexte connu, ou de causes inconnues, on va retrouver la FPI, la PINS, et puis des trucs qu'on appelle rares ou inclassables. Dans les trucs rares, la fibroélastose, pleuropulmonaire. Vous n'avez jamais vu, pas? Si, non? Ouais, mais j'aurais pu vous ramener une observation. C'est rare, hein, quand même, hein, donc c'est un truc qui ressemble à rien, mais qui est très évocateur quand on le connaît. On est bien avancé avec ça. Hein. Mais bon, je n'avais pas prévu de parler. Vaut mieux parler des choses fréquentes pour lesquelles il faut s'affiner que des choses rares qu'on ne voit jamais, quoi. Donc, ici, on trouve les connectivites, les granulomatoses, les vascularites et les trucs dits autres, où on trouve l'histiocytose langerhansienne, la lymphangéléomyomatose, la pneumonie chronique eosinophile, et puis les causes connues, donc les 6 causes, c'est tout le temps les mêmes. C'est l'hypersensibilité, les pneumoconioses, les médicaments, les cardiaques, les néoplasiques et les infections. Et qui prendront pas tous des aspects avec réticulation et kyste, mais qui pourront tous en imposer pour un tableau tordu de pathologie interstitielle. Et on voit même des gens qui ont des drôles de trucs, notamment dans les pneumoconioses ici, là, où on voit maintenant des patients qui ont des lésions de silicose dans les sommets et des lésions d'asbestose dans les bases, quoi. C'est-à-dire que ça donne des tableaux de... L'asbestose, c'est un peu comme une fibrose pulmonaire idiopathique dans les bases, voilà, avec réticulation, un peu de kyste. Et puis on trouve plein de micronodules dans les sommets. Et donc c'est incompatible pour faire un diagnostic de fibrose ou d'asbestose. Et donc, comme on ne comprenait rien, ce patient de Béthune, il a été biopsié. Et dans le lobe supérieur, c'est des lésions de silicose, et dans le lobe inférieur, c'est de l'asbestose avec des fibres d'amiante. Bon, je ne sais pas comment ils se font pour se faire les deux. Et on a un cas ici où c'est des plaques pleurales, reconnues en MP30, et sur des biopsies, on a de la silicose. C'est le même genre, quoi. Et donc les gens, ils doivent avoir une double exposition à un moment donné de leur vie. Et ça... L'exposition, tu la comprends, il travaillait sur les routes. Les routes sont pleines d'avions environnementales et il est exposé au bitume. Donc, ouais. Mais bon, c'est pas de bol, quoi. Alors, en maladie professionnelle, bonjour, ils font quoi les mecs? Ah ben, ils sont reconnus aux deux. D'abord, il faut qu'ils fassent la demande, parce que c'est comme le loto. Si tu n'achètes pas de ticket, tu ne gagnes pas. Mais ils font une première demande pour la plus simple, la MP30, donc c'est des plaques, une 30B. Ils sont indemnisés, ça dépend des plaques. On module l'importance de l'IPP en fonction de l'importance des plaques et pas tellement du retentissement fonctionnel s'il y a une autre maladie à côté, quoi. Donc de petites plaques, c'est 5% en IPP. 5%. Voilà. Et puis après, il fait une demande de 25 pour silicose. Et si c'est radiologiquement caractérisé ou même sur le plan ANAPAT, il est indemnisé en plus pour la 25. Là, le rôle. C'est une pleurésie silicotique. Avec des granulomes silicotiques à la biopsie. C'est un peu plus compliqué pour l'indemnisation, parce que tu as une indemnisation qui va tenir compte de s'il a eu une pleuroscopie, s'il a eu des biopsies, éventuellement un talcage, et tout ça rentre en compte dans l'indemnisation, quoi.
Mais il ne faut pas perdre de vue, parce qu'ils sont filous, que le total ne doit pas dépasser 100%, quoi. Puisque le total est le reflet de la gêne du patient, quoi. Et donc, quand il est très, très, très gêné sous oxygène, il a 100%. Donc, il peut très bien avoir 75 pour la 30, enfin, 75 pour la 25 et 25 pour la 30B, quoi. Mais ils ne le disent pas forcément. Et les dossiers qu'on a, ils ne sont pas toujours complets. Enfin, ils sont joueurs, mais ils ont raison, hein. Alors, dans cet algorithme, bon, quand c'est une pique possible, quand c'est une pique certaine, c'est simple, c'est une fibrose. Quand c'est une pique possible, ben, la seule façon de s'en sortir, et c'est à discuter bien sûr en fonction de l'âge, du patient, de son environnement, etc., c'est la biopsie pulmonaire, quoi. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Et c'est pas... Comme les enjeux sont importants, ça vaut le coup. Ça prendra peut-être moins d'importance dans, on va dire, quelques années, mais c'est bientôt, je pense. Parce que si on se retrouve à un moment donné à nous dire, de toute façon, que ce soit une fibrose ou une PINS, le traitement, c'est un antifibrotique, les gens qui ont plus de 65 ans, on se dira, bon, est-ce que c'est vraiment la peine de faire une biopsie, puisque c'est pour avoir le même traitement, quoi. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir des discussions multidisciplinaires pour avoir plusieurs avis, d'abord de la personne qui suit le patient et qui le connaît, et de ceux qui ont l'habitude au niveau du scanner, qui ont l'habitude de voir des dossiers, etc., etc. Mais l'idée, c'est quand même de discuter. C'est à ce niveau-là qu'on discute, hein. On est à pic possible. La DMD, ce n'est pas un mec tout seul qui prend la décision d'une biopsie pulmonaire, quoi. Il faut au minimum être 2, 3 quand on peut pour discuter en disant qu'est-ce que tu en penses, il a 63 ans, est-ce que ça vaut le coup, voilà, pour avoir ici une décision et une proposition de biopsie pulmonaire. Donc oui, c'est là, il est mal placé. Le scanner, quand on dit pic possible, si vous vous souvenez, hein, il y a la prédominance sous-pleurale, plutôt basale, les réticulations, et pas de signes incompatibles. Les signes incompatibles, c'est les opacités en verre dépoli plus étendues, il peut y en avoir, mais qui seraient plus étendues que les réticulations, les micronodules profus, ce n'est pas quelques micronodules qui se battent dans un coin qui doivent faire remettre en cause le diagnostic, c'est des micronodules profus bilatéraux des lobes supérieurs. Les kystes qui sont en intraparenchymateux et non pas en sous-pleural, l'aspect en mosaïque et les condensations qu'on peut trouver. Donc il a les trois ici. Il n'a pas, pour être en pique certaine, pas de rayon de miel. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une pique possible. Il faut bien garder à l'idée que pique possible, si on travaillait sur le diagnostic de la PINS, on dirait que c'est une PINS possible, hein. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. Ah voilà, oui. Donc FPI débutante ou PINS idiopathique débutante, proposition de biopsie, refus par le patient. Et donc décision, ça a été surveillance tous les 6 mois. Donc on va le surveiller. Il est toujours asymptomatique, il a toujours la même tête d'ailleurs, et il est toujours rasé exactement de la même façon. Sur le plan de l'imagerie, à 1 an plus tard, c'est un peu plus marqué, hein. Et cette progression sur le plan de l'imagerie, qui s'aggrave, s'accompagne de modifications discrètes de la fonction. Discret parce qu'il ne perd pas en CVF sur 1 an, il perd un peu en DLCO, bon, pas à se relever la nuit, c'est quand même une valeur qui est sujette à caution, la DLCO, hein. Déjà, il faut que la machine marche. Elle est bonne celle-là. On ne s'en lasse pas. En termes de FX, ben, il fait 98 watts au lieu de 104 watts et il a un gradient qui est à 36 au lieu de 31, l'espace mort identique. Donc on s'attendait à un espace mort à 24, il est à 26. Et le gradient un petit peu plus élevé. Mais là aussi, bon, il faut savoir que c'est pas toujours facile de faire un gaz du sang, hein. On est d'accord, hein, c'est pas facile, hein.
surtout celui de fin d'effort, et qui doit impérativement être fait avant la fin de l'exercice. S'il est fait après et que le mec a arrêté de pédaler, c'est fini, hein, ça ne veut plus rien dire, quoi. Donc il vaut mieux, on aurait à peu près la même valeur si on avait piqué le gaz du sang 1 minute avant la fin ou 1 minute et demie, quoi. Bon, donc altération minime d'échange gazeux, vous êtes d'accord? Et puis, il ne veut toujours rien savoir. Et puis, il y a la toux qui apparaît au bout de 2 ans. Toujours pas de dyspnée. À 2 ans, ça, c'est par rapport à T0, ça s'étend dans certaines régions. C'est de plus en plus marqué, sans qu'il y ait de lésions kystiques. Et dans les régions sous-pleurales, c'est un peu plus étendu. Mais pas de rayon de miel, pas de bronchectasie de traction, juste les réticulations. Sur le plan fonctionnel, on est à 2 ans, il baisse un petit peu, 200 ml, mais bon, pas énorme. La DLCO continue sa dégression, quoi. Et le gradient continue son augmentation. Et à partir du moment où ça se caractérise plus sur le plan des échanges gazeux dans les fibroses, dans les pathologies interstitielles, où ça se caractérise plus sur les plans d'échange gazeux, l'espace mort y suit. C'est-à-dire que ça veut dire que les données vasculaires capillaires dans les lésions de fibrose sont altérées pratiquement au prorata de l'aggravation des échanges gazeux au niveau de l'interstitium. Donc là, ce n'est pas parce qu'il passe de 26 à 31 qu'il faut se dire, dans cette situation-là, qu'il faut se dire il a dû faire une embolie pulmonaire. Non. Il faut se dire le gradient augmente, l'espace mort augmente un petit peu, il est en train d'aggraver ces lésions interstitielles. Parce que quand ça aggrave les 2 versants, le versant vasculaire et le versant vasculaire. Et l'hypoxie d'effort qui se caractérise, tout à fait. Et il fait toujours à peu près 100 watts, quoi. Bon, donc on lui explique que ça se dégrade. Ah, mais peut-être qu'il va changer d'avis. Il serait temps quand même, hein. Donc, on a beaucoup discuté aussi sur le risque d'une biopsie pulmonaire sous vidéothoracoscopie. Et on se rend compte que quand on prend, non pas toutes les biopsies pulmonaires faites par telle ou telle équipe, mais qu'on n'analyse que les biopsies pulmonaires faites pour diagnostic d'une pneumopathie interstitielle en état stable, en excluant ceux qui sont faits en réa, etc., le risque, c'est peanuts, quoi. Alors ça arrive toujours, ça peut toujours arriver. Mais le risque de mortalité et de morbidité, la mortalité, c'est inférieur à 0,2%, quoi. C'est rien. Enfin, bon. Et morbidité, on est aux alentours de 2%. Et les risques, ce qui est dit dans la littérature, parce que ça a fait l'objet d'une grosse critique, c'est qu'ils mélangent tout, quoi. Et ils mélangent surtout les biopsies qui sont faites chez des sujets pratiquement intubés en réa. Après, on dit, oui, il y a de la casse. Oui, bon, ok. Donc, il faut bien, quand c'est fait par un bon chirurgien, le risque, il est minime, quoi. Morphe quand même un peu après en récupération. Oui, mais c'est tout l'intérêt de les préparer par une réhabilitation respiratoire, une prise en charge globale, quoi, qui s'attache à préparer la personne et non pas un patient à son geste chirurgical et puis de le reprendre après le geste. Donc, au bout de 3 ans, il finit par accepter la biopsie pulmonaire. Et la biopsie pulmonaire montre des aspects. Alors, il faut que vous ayez un peu de notion sur les biopsies, parce que parfois les comptes rendus qui sont faits sur les patients qu'on a vus là sont succincts, quoi. Je sais que régulièrement, ils les envoient ailleurs, mais il faut exiger un certain nombre de choses
c'est-à-dire sur un prélèvement comme ça, il faut qu'on sache si oui ou non il y a des foyers fibroblastiques. Il faut qu'on sache si oui ou non les lésions sont disséminées et hétérogènes ou si elles sont assez uniformes. Là, on voit bien que c'est hétérogène. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études, si je puis dire, pour se rendre compte que là, on est dans la... C'est marqué en plus, hein, on est dans la région sous-pleurale, et ici, on est un peu à distance, que les lésions sont beaucoup plus importantes dans la région sous-pleurale, au point qu'on dit que c'est une fibrose à prédominance pleurale et sous-pleurale, avec des zones qui sont beaucoup moins atteintes, voire par endroits du parenchyme pulmonaire strictement normal. Ce qui permet de faire le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, c'est ce caractère hétérogène avec la prédominance sous-pleurale, comme les lésions radiologiques, hein, et la présence de foyers fibroblastiques. Avec tout ça, on fait le diagnostic de pneumopathie atriale commune. Normalement, la NAPAT ne dira jamais fibrose pulmonaire idiopathique. Ce n'est pas son boulot. C'est le pneumologue qui part de ça et qui dit on a un diagnostic de pneumopathie atriale commune, j'ai aucun facteur qui a été identifié par le bilan auto-immun, l'environnement, etc. Donc c'est une forme idiopathique. Du coup, la maladie, ça s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. Il faut faut s'habituer à lire et à critiquer les comptes rendus d'un APAT. La biopsie, elle doit porter dans quel type de territoire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est 2 biopsies dans 2 lobes différents. Que parfois, on a des aspects différents selon les lobes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des aspects où la NAPAT va dire c'est un aspect de PINS dans le lobe supérieur et un aspect de PIC dans le lobe inférieur, et on dit que c'est l'aspect, entre guillemets, le plus grave qui l'emporte. Donc ça devient PIC, même s'il y a des territoires pulmonaires où c'est autre chose. Il faut des morceaux de bonne taille, c'est-à-dire qu'il faut des morceaux à peu près comme mon pouce, quoi. Donc ils arrivent en vidéothoracoscopie à faire des morceaux qui font 3 à 4 cm, quoi. Et il faut 2 lobes différents. Les chirurgiens qui ont l'habitude, ils savent qu'ils ne doivent pas privilégier ce qui leur paraît le plus important. C'est toujours le risque avec un chirurgien qui n'a pas l'habitude, c'est qu'il va voir quelque chose qui lui paraît anormal, hop, il biopsie ça, et il biopsie un trou, et la réponse quand on biopsie un trou, c'est trou, quoi. Bon. Alors qu'il faut biopsier du poumon qui n'est pas trop malade, quoi. Sinon, on est dans des lésions qui sont parfois emphysème, alors que tu as une pathologie interstitielle, parce qu'il a biopsié la bulle, quoi. Bon, ça lui a paru intéressant. Ou sur une pathologie comme ça, de toute façon, ça ne répondra jamais poumon normal, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas dire ouais, tu dois aller là parce que le scanner, tout ça, il y en a partout. C'est des pathologies diffuses, quoi. Pour ce genre de problème à réticulation sous-pleurale, hein. D'accord, il ne faut pas en faire des règles. La règle, c'est qu'il faut des biopsies dans 2 lobes différents. Bon, voilà. OK. Et donc, on met en place un traitement. Voilà, donc ça devait être à l'époque les débuts. Et je pense qu'il a été au début traité par Esbriet, qui est arrivé avant. C'est la vie, hein, ça, on n'y peut rien. Voilà, et puis voilà. Et puis voilà, quoi. Donc il a son traitement. J'encourage, quand ce sera vraiment possible, à mettre immédiatement en place une réhabilitation, parce que c'est la seule façon que le patient accepte bien son traitement, parce qu'il se sent mieux si on met en même temps le traitement, par exemple de l'eau-fèvre, oui, hein, c'est délicat, hein. Si on met en même temps de l'eau-fèvre et la réhabilitation, le patient, il trouve qu'il va mieux et il est persuadé que c'est l'eau-fèvre. Alors que le médecin, il sait très bien que l'eau-fèvre ne va pas le faire aller mieux, quoi. Il va s'arranger pour qu'il aille pas pire. Et donc,
c'est dur pour certains patients, parce qu'on en a vu beaucoup dans cette semaine, plusieurs en tout cas, qui nous disent « je ne vois pas pourquoi je le reprendrai, parce que ça ne me fait pas de bien ». Et ouais, donc cette réflexion n'est pas évidente dans la tête d'un patient, d'accepter un traitement qui est globalement bien toléré, mais on en a vu pour lequel c'était mal toléré, d'accepter un traitement dont on lui explique que ça ne va pas le guérir, ça ne va pas le faire aller mieux, mais ça va faire qu'il va aller pas pire, quoi. Sur le plan du relationnel, c'est difficile, ça. Et la bonne façon de contourner ça, c'est de mettre en place le programme de réhabilitation tout de suite. Ne serait-ce que pour, non seulement, vous savez que la réhabilitation, c'est un peu de réentraînement et beaucoup de psychosocial et d'éducation thérapeutique. Et donc, pour tout cet aspect-là, c'est indispensable. Bon, et puis, au bout de 7 ans, il a été transplanté. Il a fait quelques complications infectieuses, puis il va bien. Il avait un sale caractère, il était chiant comme la gale. Merde, tu couperas ça, c'est pas bon ça. Mais il est revenu dans le service après, pour nous remercier, comme quoi c'était bien ce qui avait été fait, tout ça, et que, bon, tout ça. Il va bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information? Bon, c'est que les crépitants, même avec une radio considérée comme normale, c'est bon, ça attire l'œil. Que le déclin de la DLCO, c'est un bon déclin d'une maladie interstitielle qui précède dans les formes initiales le déclin de la CVF. C'est d'abord la DLCO qui se fait avoir et après la CVF. Que la dégradation à l'effort va précéder la dégradation des volumes au repos. Bon, ça, on s'en fout. L'absence de symptômes n'exclut pas le diagnostic et qu'on pense que plus on les traite tôt, mieux c'est, quoi. Alors, plus on les traite tôt, mieux c'est parfois un peu difficile par rapport à certaines études, notamment de diagnostic précoce de cancer pulmonaire, où on dit, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, le diagnostic précoce? Beaucoup de statisticiens viennent nous expliquer des trucs comme ça. Il n'empêche que quand on a une maladie fibrosante du poumon, on sait que, en gros, et en prenant tous les patients, la chute du VEMS, la chute de la capacité vitale non traitée, c'est au moins, c'est aux environs, statistiquement, de 400 ml par an, ce qui n'était pas son cas. Et que quand ils sont traités, c'est 200 ml, 150 ml par an. Et donc, cette efficacité du traitement, que ce soit Ofev ou Esbriet, ça marche sur les formes qui ont pratiquement pas d'altération des volumes, quoi. Et donc, plus on les traite tôt, et plus on va remonter vers le haut leur courbe de descente de la capacité vitale. Donc, c'est une certaine cohérence à les traiter tôt. Et puis, bien sûr, l'enquête génétique et la recommandation, c'est que les membres de la famille, dans les formes familiales, il manque un S, là, ne doivent pas fumer. Pour l'instant, c'est essentiellement ça. Non. Bon, il y a peu d'endroits où c'est bien fait. Non, mais c'est ça la limite, quoi. La deuxième limite, c'est que, comme c'est les pneumologues qui s'occupent de ça, il faut que les pneumologues aient la conviction que ça va les aider à un moment donné. Et moi, je trouve que ça aide d'en avoir une au départ pour avoir un bon point de repère et puis d'avoir après une valeur quand ça va moins bien, quand ça se détricote, quand il y a des soucis, quoi. Que c'est beaucoup plus pertinent pour savoir, alors ça après, je ne vais pas en faire aujourd'hui, mais on a des exemples comme ça assez marrants de patients qui s'aggravent sur le plan clinique, qui se sentent de plus en plus essoufflés et où la façon de diagnostiquer éventuellement ce qu'on disait hier, un syndrome d'hyperventilation ou une aggravation de la dyspnée simplement par le déconditionnement, c'est le FX, quoi.
plutôt que de majorer les traitements ou de changer de traitement parce qu'il dit ça va pas bien, je suis pas bien avec votre traitement, etc. Bon. Donc c'est bien d'avoir une EFX de référence au début. Alors après, je vais m'arrêter là pratiquement, mais j'ai un petit mot sur les traitements peut-être. Donc il y a 2 traitements. Ofev, qui est donc un inhibiteur de tyrosine kinase. Vous connaissez. Hein? Et qui a comme effet secondaire la diarrhée. Et Esbriet, qui est donc la pyrphénidone. Effet secondaire, c'est cutané et photosensibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent? Donc, l'esbriet, c'est 9 comprimés. L'Ofev, c'est 2 comprimés. Alors, après, parfois, les gens, ils ont déjà des tartines comme ça de traitement. Et le fait de prendre 9 comprimés en plus, alors il y a des obsessionnels qui adorent avoir le machin où à matin, midi, 17h et soir, où il y a des comprimés dans chaque case, donc il y en a qui aiment bien ça. Il y en a que ça commence à faire suer, quoi. La photosensibilisation, c'est un problème. Ah ben chez nous, c'est un vrai problème. Parce que à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire à la soixantaine, ils n'ont qu'une idée, c'est dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est d'aller dehors, et si possible, de pouvoir aller le plus vite possible sur la Côte d'Azur, dans les machins, tout ça, et quand on leur dit oui, mais attention, hein, il faut bien vous couvrir avec jusque-là et mettre de l'enduit de machin 50, ils te regardent comme ça en disant non, attendez, là, vous n'avez pas compris, là, je vais sur la Côte d'Azur, hein, je vais. Voilà. Et donc, nous, on a beaucoup d'ennuis cutanés avec l'esbriette. Dès qu'il y a un peu de soleil et qu'ils sortent en voiture avec le coude comme ça par la fenêtre, ils reviennent, ils sont... On en a vraiment. Mais il faut que tu passes à 6, hein, comprimé, oui, c'est trop 9. Et donc, paradoxalement, nous, on a peu de problèmes de diarrhée avec l'Ofev. Quand ça arrive, les... structures, tout ça, disent ah oui, tu continues à filmer là. Ils disent oui, faut baisser la dose. Non, faut arrêter de faire chier le monde, quoi. Quand on est embêté avec un médicament dont on sait qu'il ne va pas guérir, qu'il va juste ralentir la maladie, et que, comme celui qu'on a vu, il ne peut plus faire sa PPC parce que pendant la nuit, il doit aller aux toilettes en vitesse, non, il faut arrêter, quoi. Tout à fait. Non mais bon, qu'on ait un effet cutané avec l'esbriette ou un effet digestif avec l'Ofev, moi ce que je fais, c'est j'arrête le traitement, on voit si tout se répare bien, et puis si on peut, moi je change d'abord de classe. Je prends, s'ils étaient sous Ofev, je les mets sous esbriette, s'ils étaient sous esbriette, je mets sous Ofev. Les limites qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément recommandé d'associer l'Ofev à un anticoagulant à dose efficace. Donc, moi, pas d'ennui avec la police. Quand ils sont sous anticoagulants à dose efficace, je les mets sous esbriette. Il y a eu certains cas rapportés avec des perforations coliques, mais il faut vraiment qu'il y ait eu une colite avec, vous savez, les machins, et puis ça, hop, et puis après ça troue, quoi. Bon, je sais pas. On a eu une fois le cas, mais c'était après une coloscopie, la perforation, donc j'ai quand même remis l'Ofev au patient sans problème, quoi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, c'est 0 corticoïde, ça c'est la bonne dose. S'il est embêté par la toux, c'est 5 mg, voire 10 si c'est un gros pépère, quoi. Pas plus. Et compte tenu qu'il y a 10% de problèmes génétiques ici sanguines en majorité avec des téloméropathies, Oui. il n'y a pas des thérapeutiques ciblées qui sont en étude? Pas pour l'instant. Mais il y a d'autres molécules qui sont à l'essai dans la fibrose, hein. On en a en phase 2 qui commence, phase 3, enfin bon, ça bouge, quoi. Donc peut-être qu'il y aura des choses particulières.
moi j'avais beaucoup d'espoir dans l'essai qui vient de se terminer sur un anti-IL-13, IL-4, et la réponse c'est pas différent du placebo, quoi. Donc ça continue, voilà. Il y a encore il y a plus de 15 molécules en projet, quoi. Donc ça bouge vraiment, quoi. Et sans ça, qu'est-ce que je peux dire? Qu'il y aura bientôt une forme d'esbriette à 3 comprimés au lieu de 9, mais c'est pas encore là, quoi. Et ça sera peut-être des gros comprimés. Il faudra voir, quoi. Ce ne sera pas des gélules molles, quoi. Dans le panel, combien de greffés? Dans le panel de quoi? L'ensemble des patients qui sont suivis, combien de greffés? Ce qu'il fallait. Mais non, mais bon, actuellement, la limite pour être greffé, c'est 60 ans si tu as d'autres problèmes. C'est 65 ans si tu es nickel pour le reste, c'est-à-dire pas de diabète, pas d'obésité, c'est-à-dire un index de masse corporelle inférieur à 30. Voilà, c'est ça, quoi. Bon, pas d'antécédents de cancer dans les 5 ans, enfin bon. Donc, comme c'est plutôt une maladie qui touche les gens à partir de 55-60 ans, il y en a plein qui, en plus maintenant que certaines thérapeutiques, moi je trouve, marchent bien quand même, hein, ça ralentit bien l'évolution, beaucoup de patients dépassent avec le traitement l'âge où avant on aurait discuté la greffe, quoi. Et donc on a, j'allais dire, chez nous dans le service, je dirais qu'il y en a peut-être 2 à 3 par an qui sont greffés des fibroses sur une cohorte où on a presque une centaine de patients suivis, etc., quoi, tu vois. Mais surtout, pas de cortisone à haute dose, quoi. Ça, faut arrêter, quoi. Complètement. Alors, il y a d'autres trucs qui sont marrants, mais bon, on ne peut pas parler de tout, et puis là, vous commencez à être fatigué, hein, Nathalie. Mais les trucs qui sont marrants, par exemple, c'est qu'on a dit que la N-acétylcystéine, toute seule, ça ne marchait pas. On l'a utilisé dans le temps. Oui, mais alors, ce qui est marrant, c'est les aspects de pharmacogénétique de la N-acétylcystéine. C'est-à-dire que selon qu'on est porteur du polymorphisme AS, AA ou SS, on métabolise de façon différente le médicament. Et donc, on s'aperçoit que ceux je crois que c'est les formes AA, ça n'a pas d'importance, ça avait un effet bénéfique, la N-acétylcystéine, mais que ça ne concerne que 7% de la population. Et c'est pour ça que l'essai, qui a pris en compte 93% d'effets indésirables, d'inefficacité, voire de décès, a fait qu'on a arrêté de mettre la N-acétylcystéine, quoi. Mais il y a pourtant... Et donc, dans toutes les molécules actuellement, il y a des recherches qui sont menées pour essayer de déterminer, en fonction de certains polymorphismes génétiques, en gros, c'est ceux qui sont associés au métabolisme de la molécule qu'on donne, ceux qui en tirent bénéfice, quoi. Je trouve ça assez passionnant aussi. Et puis l'an prochain, peut-être qu'on aura la transplantation fécale dans la fibrose. Ça, on ne peut pas l'exclure.